Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix responsables. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h avec un secteur qu'on adore, le secteur du luxe comme moyen de rayonnement de la France à l'international. Le luxe, effectivement, à l'étranger rayonne. Notre pays capitalise sur une bonne image en matière de prestige et de raffinement. L'Hexagone comptabilise 10 des 100 plus grands groupes mondiaux du secteur du luxe, secteur qui pèse davantage en France que l'automobile et l'aéronautique réunis. Un rayonnement sur lequel les entreprises du haut de gamme hexagonal peuvent compter. C'est ce qu'on va voir avec les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du voyage de luxe, mais aussi de l'horlogerie. Avec nos invités, Philippe. Véronique Crèvecoeur, CEO des hôtels Bavrez, hôtel Raphaël, hôtel Regina, hôtel Majestic et Spa. Bonsoir. Valentin Nérodo est avec nous, chef privé à domicile multi-récompensé, qui nous fait une belle annonce peut-être dans quelques instants. Hubert Moineau, cofondateur de l'agence de voyage de luxe parisienne Ilanda Travel. Bonsoir. Bonsoir. Et Henrik Gaucher, qui est administrateur de France Horlogerie et PDG d'Égide. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 20h. Bonsoir. Les vraies voix Sud Radio. Et on démarre avec l'hôtellerie. L'hôtellerie, Véronique Crèvecoeur est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes CEO des hôtels Bavrez et hôtel Raphaël, hôtel Regina, hôtel Majestic et Spa. Et vous êtes l'arrière-petite-fille de Constant Bavrez. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, l'hôtellerie de luxe repousse systématiquement les limites pour aller dans une excellence à la française et dans une perfection sur le service, par exemple. En fait, il faut revenir sur la définition du luxe. Vous avez, à mes yeux, le luxe qui est une industrie dont vous parliez. On est des champions avec notre industrie de luxe. Et vous avez un luxe qui est peut-être plus sur mesure. C'est-à-dire essayer de savoir ce que veut le client avant de lui offrir quoi que ce soit. Et je pense que dans l'hôtellerie de luxe, aujourd'hui, on a été un petit peu envahi par les standards américains où il fallait donner les noms. Enfin, on avait vraiment toute une checklist à faire. Et que on revient peut-être plus sur un luxe où on va écouter ce que veut le client à son arrivée. Donc on va poser aussi des questions, beaucoup de questions avant l'arrivée. C'est pour ça qu'ils reçoivent des emails où ils remplissent des questionnaires. Pour une discrétion sur place quand ils sont arrivés. Et surtout pour pouvoir leur offrir ce qu'ils souhaitent. Parce que quand on arrive, on peut très bien... Enfin moi je sais quand je voyage pas mal à l'étranger. J'aime pas qu'on rentre dans ma chambre, par exemple. Donc je sais que le check-in en chambre ne correspond pas à tout le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ça. Mais pour ça, il faut savoir à qui on a affaire un petit peu avant. Alors, qu'est-ce que cette longue histoire, parce que c'est une longue histoire, les hôtels Bavrez, apportent en matière de continuité, de savoir-faire et même de supplément d'âme? Un patrimoine même. Alors, patrimoine, oui. Supplément d'âme, oui. Le supplément d'âme, je vais commencer par ça. Déjà, les gens qui travaillent chez nous, on a beaucoup de gens qui travaillent depuis longtemps pour nous et sont des collaborateurs que les clients connaissent et qui reconnaissent nos clients. On a des clients où c'est aussi la 3e ou la 4e génération qui viennent dans nos hôtels. C'est génial. Oui, j'en ai encore croisé un il y a 2 jours. Ah oui. Oui, il venait avec son grand-père quand il était petit. Ah oui, 4e génération, c'est beau, comme ça fait quasi un siècle. Et il vient avec ses parents, avec ses enfants, pardon. Et puis patrimonial, bah oui, bien sûr, parce que on parle beaucoup de RSE, de ceci, de cela, mais c'est surtout de la conservation. C'est-à-dire que là, on va fermer le Raphaël pour 14 mois de travaux. On ne jette rien, on ne fait aucune vente, on va restaurer tout notre patrimoine mobilier et on va le replacer là où il était. Justement parce nos 3 hôtels sont les derniers à ne pas avoir été refaits de A à Z par des décorateurs extérieurs. Mais c'est-à-dire qu'on veut quand même après rénovation, retrouver l'hôtel Raphaël comme on le connaissait? Ah ben oui, c'est quand je le vends, quand j'explique à mes clients, je leur explique que le décor ne va pas changer en fait. Ce qu'on lui refait, c'est toutes ces artères. Mais le décor, in fine, ne va pas changer. Comment on fait pour donner, pardon Philippe, une âme, puisque vous avez plusieurs hôtels, comment apporter une âme particulière? On va dans un hôtel parce qu'on s'y sent bien, et finalement on revient toujours au même endroit. Qu'est-ce qui fait comment ça fonctionne? C'est difficile de l'expliquer, mais... Je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'il y ait une recette magique, comme en cuisine. Mais il faut quand même les bons ingrédients.
Oui, mais alors, vous voyez, c'est pas du tout de la pâtisserie, mais c'est plus de la cuisine. On rajoute un petit peu de ci, un petit peu de ça, c'est toujours très bon. C'est pas mathématique. Non, je pense sincèrement que l'exemple typique, c'est finalement, on refait toutes nos salles de bain parce qu'on va casser, parce qu'on fait un double système d'eau grise et d'eau non potable dans les toilettes. On sera les seuls à faire ça. D'accord. Et donc, on est obligé de casser toutes nos salles de bain. On a fait appel à un architecte décorateur qui est vraiment top. Hein. Il a fait des trucs super. Je m'entends très très bien avec lui. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais. Ouais. Enfin, ce que je voulais pour ma maison, qui est une maison qui a 83 chambres et suites. Et donc, on a trouvé les solutions nous-mêmes. Et je pense qu'en fait, le supplément d'âme, c'est un peu comme la Parisienne mythique à l'étranger. C'est-à-dire, elle va être capable de prendre un sac de luxe, de prendre une montre formidable, et puis de s'habiller chez Zara à côté. Et le mix, ça va matcher. Ah oui. Alors, il y a une chose importante qu'il faudrait expliquer aux auditeurs de Sud Radio. Vous n'avez que des hôtels 5 étoiles. À l'époque, ça s'arrêtait à 4 de mémoire. Qu'est-ce qu'il y a comme standard pour avoir droit aux 5 étoiles qui est le must? Alors, on avait les 4 étoiles luxe. À l'époque, il n'y avait pas de 5. Ouais. Absolument. On a été 4 étoiles luxe. Absolument. Voilà. Alors ensuite, vous avez une liste de critères physiques et vous avez des visites mystères avec un niveau de service exigé. D'accord. C'est-à-dire. Et ça, c'est dicté par le ministère et il n'y a pas de dérogation. C'est monsieur, madame, tout le monde qui viennent, totalement anonymes, mais ils sont là pour faire. C'est pas monsieur, madame, tout le monde, ce sont des professionnels de l'audit. Mais qui passent, qui sont inconnus pour vous. Ils ont réservé à leur nom. Oui. Alors, on fait rentrer le numérique, forcément. Il faut un peu de modernité, même dans ces hôtels patrimoniaux, j'ai envie de dire. Enfin, la télé, Internet, des moyens de communiquer. Est-ce que c'est une véritable demande de vos clients, ou alors finalement, ce qu'ils aiment, c'est d'être dans un ancien hôtel, un hôtel plutôt ancien, et de garder, mais en gardant aussi la technologie? Non, bien sûr, la technologie, c'est même une base. On négocie même pas là-dessus. Maintenant, on parle plus d'avoir une télé. On parle d'avoir un Chromecast pour pouvoir mettre son Netflix, son je sais pas, je suis pas très portée là-dessus. Tous ces abonnements, quoi, en fait. Tous ces abonnements, en fait, on vient avec notre vie. Oui. Et on se plug et on a notre vie. Et on a tous un téléphone et donc il faut la bonne prise à la tête du lit. Tout ça, c'est du basique. Quand on parle d'hôtels historiques et anciens, ça veut pas dire qu'on pédale pour faire de l'électricité, loin de là. On a toutes les dernières normes et en plus, on a gardé le décor 18e, 19e d'origine. Paris, c'est la capitale du luxe. Vous êtes des hôtels de luxe dans un quartier le plus luxueux, notamment le quartier des Champs-Élysées. Est-ce qu'il y a une différence entre les hôtels de luxe à Paris et en province ? Là, je ne m'aventurerai pas sur cette réponse, parce que je ne les connais pas très bien en province, mais il n'y a pas de raison. Vous avez un peu quand même les mêmes clients. Hein. L'Américain qui descend à Cannes, il lui faut le même service qu'il a à Paris. Il n'y a pas un petit plus pour Paris, parce que Paris, c'est quand même mythique. La différence, c'est que Paris, vous levez la tête, vous sortez, vous levez la tête et vous voyez quelque chose de magnifique. Enfin, il est impossible de se promener dans Paris sans lever les yeux et trouver quelque chose à accrocher. C'est comme Rome. Ce sont deux villes qui sont juste magiques en elles-mêmes. Est-ce que les touristes étrangers sont revenus aujourd'hui, ou est-ce qu'on peine encore à certains pays ou à certains qui ont du mal à revenir, par exemple? Est-ce que les Chinois sont revenus? Est-ce que... Non, l'Asie revient tout doucement. Ouais. Non, là où ils sont revenus en force sont les Américains. Avec leur famille, j'imagine. Ah bah oui, largement avec leur famille. Pour le business, en famille. Et les JO, est-ce que ça finalement ça a apporté quelque chose? On a été absolument ravis. Oui. Ah oui. Ouais. Bah vous êtes, c'est bien, parce qu'il y a beaucoup d'hôteliers aujourd'hui qui ont trouvé que c'était compliqué, mais c'est bien si les hôtels de luxe en tout cas ont fonctionné. Merci beaucoup. En tout cas, vous restez avec nous dans un instant. Merci. Vous parliez recettes. Voilà, je crois que c'est le moment préféré de Philippe David. Mais il le prouve. Oui, un grand chef qui est avec nous, Valentin Nérodo. Dans quelques instants, on va expliquer, on va comprendre comment effectivement l'expertise de la culture, de la gastronomie française qui se vend largement à l'étranger. On en parle dans un instant.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables avec Philippe Davine, on est ensemble jusqu'à 20h. Quelle heure est-il? 19h16, ça sent l'apéritif, j'ai envie de dire. L'entrée, le plat de résistance, le dessert. C'est un petit peu tôt en tout cas. Le café, le pouce-café, le pouce-tisane. De vous mettre l'eau à la bouche avec Valentin Nérodeau qui est avec nous, chef privé à domicile, multi-récompensé. Valentin, on est ravis de vous accueillir. Alors, votre passé dans Top Chef, depuis, il s'est passé quand même pas mal de choses. Vous avez été étoilé. Racontez-nous un petit peu votre parcours pour ceux qui se souviennent peut-être pas de vous, mais il y en a pas beaucoup. Exactement. Mais en tout cas, merci. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. J'ai commencé moi très jeune, à 14 ans, dans les 3 étoiles. Avec un apprentissage assez lourd, assez dur. Il fallait vraiment être motivé. Et puis, j'avais toujours des rêves d'être entrepreneur, d'être patron. Et puis, j'ai économisé des salaires d'apprenti. J'ai travaillé dans des très belles maisons du Sud-Ouest. Et puis, je me suis installé à 20 ans. J'étais étoilé à 22. Fabuleux. Et puis, j'ai ouvert mon 2e restaurant à 23 ans. Et puis, j'en ai eu 5 en tout. J'ai fait Top Chef. Et puis, à la sortie de Top Chef, je me suis installé à Paris. Voilà, c'est ça. Difficile, j'imagine. D'abord, la première fois, effectivement, qu'on est étoilé, qu'on obtient une étoile. D'abord, ça doit être choqué, forcément. Et ensuite, comment la garder? Parce que là, c'est pareil. Ça demande vraiment une excellence. En fait, c'est toujours une rigueur. Il faut toujours se remettre en question, avoir de la créativité, cette rigueur qui est très important dans la cuisine, dans l'accueil, dans le service, où c'est un travail d'image qui est... on ne dort jamais sur ses acquis. C'est un vrai travail de remise en question. Repousser les limites tout le temps. Exactement, tous les jours, surtout en cuisine. Et puis toujours faire découvrir, d'être à la nouveauté, de ne pas être surtout une table de plus. Est-ce qu'il y a des... Bon, allez-y. Non, mais allez-y. Non, c'était vous, priorité à droite. Quand on regarde votre site, il y a des choses fabuleuses, des chips de chorizo, etc. Moi, je me dis, il faut être un génie. Comment est-ce qu'on conçoit une nouvelle recette? On teste beaucoup ou pas? On teste beaucoup, évidemment. Et après, un cerveau d'un chef cuisinier, c'est une bibliothèque de saveurs, de textures, de savoir-faire, parce que quand même, la cuisine, c'est... Est-ce qu'on a des papilles gustatives plus évoluées que le commun des mortels, comme les hommes dans les sous-marins ont des oreilles fabuleuses ou les pilotes de chasse des yeux fabuleux? Non, je pense que quand on découvre et qu'on apprend un métier, c'est vrai qu'on a des sens plus aiguisés. Quand on conçoit un plat, il faut toujours 2 saveurs, 3 textures pour avoir un plat équilibré, que ça soit pour du sucré, du salé, et puis d'obtenir ce côté gourmandise et envie d'y retourner. Alors ce qui est étonnant, enfin pas étonnant, mais ce qui est bien, c'est le sens de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui on demande une cuisine éthique. Alors sur des produits, on découvre des produits dont on parle de yuzu partout maintenant. Il y a des produits qui arrivent, on a l'impression qu'on ne les a jamais utilisés. Donc comment on va chercher justement ces nouvelles saveurs et comment on est sûr que les produits que l'on met sont éthiques? Alors moi je suis dans le 100% français. Moi je suis vive la France, je suis un patriote sur les produits français. Je trouve que circuit court, les produits locaux, les produits qui ont une vraie histoire. Quand vous prenez dans un magasin une Golden où il y a 4 traitements chimiques du Limousin contre une Pink Lady qui a 37 produits chimiques et c'est un produit australien, vous voyez qu'il faut être logique aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut travailler des circuits courts, travailler des produits paysans et puis ne pas avoir de foie gras, ne pas avoir de saumon sur la carte, avoir des produits intelligents, une carte logique. Alors vous avez une annonce à nous faire? Absolument. Oui, depuis fin... Merci Philippe pour l'info. C'est vous qui avez l'affaire, hein. Moi je me contente de passer les plats. Je suis très heureux de reprendre en cuisine le M, le musée du vin, donc, qui est dans le quartier de Passy. Dans le 16e. Oui, 16e, exactement, rue des Eaux, avec un X. Donc, le musée du vin, rue des Eaux, c'est assez original. C'est assez original. C'est un restaurant qui est exceptionnel parce que ce sont des caves antiques. Et c'est un restaurant depuis une 60aine d'années à peu près. Et il y a un musée à côté. Oui. Et je trouve que tout ce qui lie autour du vin, tout ce qui lie le food, l'expérience pairing, donc tout ce qui est accord mets vin est surprenante. Et quand vous créez une recette, vous faites l'accord mets vin en même temps? Pour mieux le proposer, le must à vos clients. Mais c'est intéressant. Est-ce qu'on commence par le vin et on crée une recette, ou l'inverse? C'est ça. Je travaille beaucoup. Le luxe aujourd'hui, c'est surtout étranger. Il faut le savoir. C'est asiatique, américain, et puis après tout ce qui est Middle East.
on part toujours sur des vins minéraux. Tout ce qui est... parce que c'est quelque chose de très facile pour un chef de faire un pairing et un accord, mais et de travailler un vin qui est peu tannique. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc pas trop de Côte-du-Rhône, de Saint-Émilion, etc. Pas trop de Bordeaux. Mais faut que ce soit surtout des vins féminins. Ça fonctionne toujours. Donc la Loire. La Loire, exactement. Le Beaujolais, Brouilly. Beaucoup les blancs de Bourgogne qui fonctionnent beaucoup. Ouais. Alors on parle du goût, mais aussi on parle de l'assiette aussi, parce que ce sont les papilles et surtout les yeux aussi. On commence toujours à manger avec les yeux, comme on dit. Ouais. Non, il faut avoir un plat structuré, des produits, des circuits courts, des produits de saison. Je trouve que le luxe a beaucoup changé. Le luxe, on retrouve plus vers l'authenticité, vers le vrai. Un beau poisson avec une cuisson maîtrisée, des légumes maîtrisés et des produits d'exception français. Vous avez travaillé avec des clients du monde entier, dans le monde entier, des Chinois, des Américains. Est-ce que le client français, il est encore plus exigeant, comme on est quand même le pays de la bonne chair, que les... Bah oui, c'est vrai. J'ai peut-être la réponse. Il y a un petit peu de vrai. Que les clients des autres pays, non mais vraiment. D'accord avec Cécile. Les clients étrangers sont très exigeants, mais une fois qu'ils ont ce qu'ils souhaitent, une fois qu'ils vivent l'expérience et qu'ils sont rassurés, c'est un vrai bonheur. La clientèle européenne, elle est un peu plus différente, un peu plus très exigeante, et puis. Non, mais est-ce que ça veut dire si vous avez une clientèle exigeante, ça veut dire que aujourd'hui il y a des produits peut-être que les Américains ne mangent pas, je dis n'importe quoi, les escargots, enfin par exemple, ça veut dire qu'il faut aussi s'adapter au monde entier et avoir des produits qui finalement plaisent à tout le monde. Après, moi je fais une cuisine internationale, c'est-à-dire qu'une cuisine avec des produits nobles français, des techniques de cuisson françaises et les fondamentaux de notre cuisine gastronomique. D'accord. Donc dans une cuisine internationale, évidemment, on ne se trompe pas dans les produits et c'est une cuisine qui plaît à tout le monde. D'accord. Ça veut dire qu'on s'empêche de faire quoi, par exemple? On s'empêche de faire du porc, par exemple. On s'empêche de faire des abats. On s'empêche de faire des produits trop typiques, comme les escargots, comme disait Cécile. Exactement. D'accord. Mais est-ce que vous faites quelque part de la world food, comme on dit en bon français, avec des produits du terroir français? Vous pouvez faire, par exemple, c'est pas franchement français, mais un tataki ou un hamburger. Oui, exactement. Ça, c'est des exercices de style. Après, le luxe, c'est de s'adapter et chaque demande est un exercice de style. Chaque demande est différente et c'est ce que j'apprécie aujourd'hui en tant que chef privé, c'est que on peut avoir des demandes farfelues, on peut avoir un pique-nique dans les jardins du château de Chantilly, une privatisation du château, on peut avoir un barbecue exceptionnel et c'est toujours un exercice de style et de s'adapter, d'être force de proposition et de faire vivre surtout à nos clients une expérience exceptionnelle. On en parlait tout à l'heure avec les hôtels, mais il faut que le restaurant ait une âme. Vous avez depuis toutes ces années forcément des plats signatures. Ça veut dire que là, il faut en créer d'autres. Il y a toujours dans la carte un plat que tout le monde veut goûter. Comment on le fabrique enfin, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais comment on le crée celui-ci en disant je pense que celui-ci donnerait quelque chose? Après, c'est le résultat d'une expérience de vie, une expérience où on a été touché par certains chefs. D'accord. Et après, on part sur des produits phares, sur un bar, sur une dorade royale ou un ceviche ou des choses, une acidité. Moi, je suis fan d'agrumes. Vous avez un très beau ceviche avec des légumes craquants. Exactement. Vous avez regardé un petit peu, vous Non, mais j'ai ausculté tout votre site. Mais ça, je vois. Comme j'ai ausculté tous les sites. Je vois, Philippe, en tout cas, c'est plaisant. Moi, j'adore la cuisine méditerranéenne. Vaut mieux l'avoir en photo, je vous le dis tout de suite. C'est vrai. J'adore les agrumes et j'adore la cuisine méditerranéenne. Donc c'est vrai que pour moi l'agrume est une forme d'assaisonnement. Les huiles parfumées, les fleurs de sel parfumées. Donc c'est un petit peu ce que j'adore. Vous allez avoir un plat amiral OM, histoire de nous mettre en appétit à 19h, 25 minutes 50 secondes. Oui, j'ai un dos de bar en ce moment en croûte d'amande fraîche et de pistache avec des légumes braisés qui sont exceptionnels. Moi, je suis libre dans une demi-heure. Vous faites ce que vous voulez. Un croûte d'amande fraîche. Donc demain, midi 15, Philippe. Ah bah demain, au salon de l'agriculture. De l'automobile, pardon. Je vous dis que... Moi, je suis dispo. J'adore. Non, mais on passera. Avec grand plaisir. Vous restez avec nous dans un instant. On va vous faire voyager parce que le luxe aussi, ce sont de très beaux voyages. Et l'organisation, c'est comme une partition de musique, le voyage. On en parle dans un instant.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous dire que j'appréciais vraiment Sud Radio sans vouloir vous flatter parce que vous êtes les seuls quasiment qui êtes capables d'inviter des personnalités qui ont des points de vue différents. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Avec Philippe David, nous sommes en train de préparer nos vacances. On a eu l'hôtel en première partie, le restaurant, la gastronomie en seconde. Puis, maintenant le voyage, c'est un peu notre voyage de noces, Philippe David, avec Hubert Moineau qui est avec nous, cofondateur. J'étais pas au courant. Non, c'est une blague. Cofondateur de l'agence de voyage de luxe parisienne. Sophie, ne vous inquiétez pas. Ilanda Travel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors déjà, je rebondis sur le nom Ilanda Travel. L'histoire que vous avez envie de raconter dans ce nom, c'est quoi ? C'est toute la difficulté quand on doit trouver un nom et que l'on est une agence de voyage, c'est-à-dire on est plus un concept ou une idée qu'on est un produit, un hôtel, une destination. Donc il faut toujours trouver quelque chose. Et comme je suis attaché évidemment au voyage, il fallait trouver un nom. Et ce nom, parfois c'est difficile, et puis surtout, il se trouve souvent que ces noms sont pris ou compliqués. Oui. Ilanda, c'est l'anagramme d'Aladin. Aladin, c'est le personnage central des Contes des Mille et Une Nuits. Le Conte des Mille et Une Nuits a été essentiellement repris par Antoine Galland, grand voyageur, linguiste, explorateur et antiquaire de Louis XIV. Donc voilà, c'était cette logique-là. Et puis comme il fallait donner un nom, on a fait l'anagramme, c'est devenu Ilanda Travel. Alors pour décrire Ilanda, c'est à la croisée de l'agence de voyage de luxe et des services de conciergerie premium. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail ? Fondamentalement et structurellement, on est une agence de voyage. D'abord parce qu'on est en France, il y a des règles, il y a des impératifs de licence, de garantie, etc. Et puis, effectivement, dès lors qu'on est sur du voyage haut de gamme, de luxe ou des expériences extraordinaires, on est plus proche, je dirais, de l'assistant privé, au voyage. Et pour reprendre ce que vous disiez, madame, c'est vrai que le premier travail pour nous, c'est d'abord l'écoute. C'est d'abord de comprendre un client, ses rêves, ses envies, ses peurs, ses angoisses, ses fantasmes. C'est le vrai luxe. Ensuite, et c'est ensuite de bâtir ce qui va être son voyage, son expérience, son plus beau voyage, son aventure, quelle qu'elle soit, que ce soit pour une personne seule, un couple, une famille multigénérationnelle, ce qui est de plus en plus le cas aujourd'hui, et de bâtir un produit unique. On n'est pas sur un catalogue, sur quelque chose, on va vraiment bâtir un voyage, des expériences uniques pour notre client. Ce qui est très 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 compliqué, ça veut dire qu'il faut bien connaître le monde, ça c'est la première des choses, j'imagine. Il faut éviter aujourd'hui ce qui était valable il y a 20 ans ou 30 ans quand personne ne voyageait. Aujourd'hui, le monde s'est tellement ouvert, difficile d'être encore surprenant. Non, parce que il y a deux choses. D'abord, on voyage énormément. On est plusieurs dans l'entreprise. On voyage tous beaucoup. On a tous beaucoup voyagé et on continue. Et puis, c'est ce qui nous permet de découvrir des endroits. Et quand bien même on ne connaît pas un endroit, pour un client qui nous connaît, qui nous fait confiance, on va y aller. On va aller en amont, découvrir, reconnaître, trouver le bon endroit, le bon hôtel, le restaurant, le lieu, l'expérience. Et on va bâtir ça pour notre client. Alors quand on regarde votre site, c'est fabuleux. Il y a des expériences en très haute montagne, sur des îles désertes, privatisées, avec des yachts, avec des jets. C'est le rêve... Pour reprendre, le monde est notre terrain de jeu, ou celui de nos clients. Alors après, le luxe, et pour reprendre ce qu'on a pu dire avant, c'est pas forcément quelque chose de cher. Le luxe aujourd'hui, pour certains, c'est l'expérience différente. C'est une expérience différente. C'est le silence, c'est la solitude, c'est de découvrir un lieu loin d'une masse touristique. C'est la rareté aussi. La rareté aussi. Et après, ça peut être des choses plus proches de chez nous. Ça peut être une randonnée en vélo à la découverte de la Bourgogne et des vignobles bourguignons. C'est vrai qu'on imagine toujours, le voyage de luxe loin. Sauf que nous avons un pays, nous Français, quand vous traversez la France. Admirable sur plein de points. Ça, c'est un des challenges que nous avons, c'est de convaincre aussi une clientèle française, qui est l'essentiel de notre clientèle aujourd'hui, qu'on peut aussi les aider, les accompagner en France. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que nous travaillons beaucoup aujourd'hui. D'autant que, et en parallèle, on a une deuxième activité qui est d'accueillir en France une clientèle étrangère.
Alors j'ai vu là qu'ils allaient remettre, LVMH avait travaillé sur le train Orient Express. Est-ce que ça, là on est vraiment dans un produit de luxe absolu? On est sur une expérience effectivement extraordinaire, que ce soit... Alors il va y avoir 2 Orient Express. Oui. Il y a l'Orient Express Belmont LVMH, et puis il y a le groupe Accor qui aujourd'hui, en 2026, va sortir lui aussi un train Orient Express, même si l'année prochaine... Alors Orient Express, théoriquement, je ne sais pas, la ligne c'est Paris-Istanbul, c'est bien ça? Alors il y a plusieurs aujourd'hui. Aujourd'hui, sous le label Orient Express, il y a le Londres-Venise, le Paris-Istanbul, il y a aujourd'hui beaucoup de possibilités justement de voyage. Accor lance un train l'année prochaine qui s'appelle la Dolce Vita et qui va circuler au travers les principales villes italiennes, avec toujours un service extraordinaire, une gastronomie remarquable, et puis c'est là où nous insérons, c'est-à-dire des découvertes dans chaque ville pour accompagner cette logique-là. Comme vous faites des voyages sur mesure, est-ce que vous avez pour nous raconter une demande ou des demandes surprenantes ou que vous êtes arrivé à faire ou pas? Toujours difficile quand on ne fait que des beaux voyages. Oui. Je dirais que ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est pas tellement le voyage ou le lieu ou la découverte. Ce qui parfois est un obstacle, ça va être des demandes spécifiques d'un client. Alors parfois on y arrive. J'ai souvenir d'une croisière en Malaisie dans un bateau absolument spectaculaire, et la cliente exigeait d'avoir des yaourts. Je ne ferai pas la publicité pour ce yaourt, mais enfin un yaourt français exclusivement. Et donc il a fallu qu'on fasse voyager les yaourts dans la soute de l'avion. Bon. Parfois, on n'arrive pas toujours à faire ce genre de choses. Là, par exemple, on est proche du caprice quand même, là, du petit caprice, oui. Oui, si vous voulez, le voyage aujourd'hui, et surtout si le client est roi. Oui. Le client est roi, et après, effectivement... Moi, j'ai si vous voulez, des yaourts dans mon frigo, je peux vous les donner. Le client est roi. Après, voilà, si vous voulez, il y a 2 choses. C'est parfois un peu peut-être la frustration qu'on peut avoir, c'est que vous avez des gens qui voyagent pour le voyage, pour la découverte, pour l'aventure, pour... quelle que soit la raison. Et puis, vous avez aussi le voyageur sac à main, le voyageur qui veut avoir fait et qui va revenir de ses vacances. C'est ce qu'on appelle le voyage Instagram, c'est ça? Alors ça, c'est encore autre chose. On va avoir le client sac à main qui va dire j'ai fait les Seychelles ou j'ai fait les Maldives. Ça, c'est plutôt une génération. La génération plus jeune, effectivement, on est sur les destinations Instagrammables, où là, il faut se prendre en photo sur le bon acte, la bonne lumière, etc. Donc ça, effectivement, on peut avoir ce type de demande. Mais c'est pas essentiellement notre cœur de métier, je dirais. Est-ce que vous avez des clients, aujourd'hui on parlait éthique, que ce soit dans l'hôtellerie ou que ce soit dans la gastronomie, de clients aujourd'hui qui se disent peut-être moins d'avions et peut-être plus de trains? Il y a 2 choses par rapport à ça. Sur le voyage haut de gamme, il n'y a jamais eu autant d'avions dans le ciel qu'en ce moment. Le Covid a même multiplié cela par X avec ce que les Américains ont appelé le revenge travel. On n'a pas voyagé pendant 2 ou 3 ans, donc on y va à fond. Je dirais que c'est peut-être une logique très générationnelle, à quelques exceptions près. Je dirais que une clientèle plus âgée, plus mûre, en a conscience, mais il sait que s'il veut aller au bout du monde, il va prendre un avion, de toute façon. En revanche, il va avoir sans doute la volonté, sur place, d'être dans un hôtel, dans un lodge, dans un éco-lodge, qui lui va avoir effectivement cette dimension du raisonnable, de favoriser les populations locales, etc. Ça, on le voit beaucoup sur les safaris africains, par exemple. Là, les choses ont beaucoup changé en 20 ans. En revanche, sur une clientèle plus jeune, oui, aujourd'hui, on a une clientèle qui nous demande de voyager en train, d'être plutôt tournée vers l'Europe, moins vers ce qu'on appelle le long haul, les longues distances. Donc ça, effectivement, sur une clientèle plus jeune, on voit ça aujourd'hui. Mais c'est pas l'essentiel de notre clientèle. Non. Et pour se faire plaisir, quel est le budget minimal pour une personne seule pour un voyage de rêve en France, pour prendre vraiment au plus près? Il n'y a pas de budget parce qu'on peut tout avoir. Mais même à l'international, si vous voulez, un week-end à Rome n'a pas le même prix que 8 jours en safari au Botswana ou au Kenya, ou une semaine au Bhoutan. Donc
tous les prix sont possibles. Après, il faut bien voir aussi que l'aérien est quand même aujourd'hui, on parlait du Covid, la fin du Covid, les compagnies aériennes se rattrapent aujourd'hui. Donc on peut facilement avoir effectivement 50% du budget qui va être le transport aérien. Ah oui. Juste dernière question, Hubert Monod, est-ce que finalement la France n'est pas l'un des pays où finalement il y a énormément de choix pour voyager finalement, et énormément de monuments, de villes, de villages? Est-ce qu'on n'est pas très chanceux en France? Si, on le voit depuis quelque temps, où on a effectivement une clientèle française qui, surtout cet été d'ailleurs, qui a un peu redécouvert la France, j'ai envie de dire, ou en tous les cas qui n'est pas ou peu parti à l'étranger. Et puis on voit surtout, vous le disiez madame, on a surtout une clientèle étrangère. Là les Américains sont de retour énormément, les Latino-Américains, les Mexicains, les Brésiliens. Et là, ils ont soif de cette découverte de ce pays. Et il y a beaucoup de gens qui reviennent. Donc, c'est pas uniquement on vient visiter Paris ou les 3-4 sites classiques, mais vraiment une volonté de découvrir d'autres endroits, d'autres expériences en France. Merci beaucoup, Hubert Monod, d'avoir été avec nous. Ilanda Travel, voilà, si vous voulez vivre un rêve éveillé. C'est avec lui, dans un instant, l'horlogerie française. Alors, on parle toujours de la Suisse. Mais là, je peux vous assurer que l'horlogerie française a en tout cas une vision et puis un avenir, bien entendu. On parle de cette marque, elle s'appelle Égide. On en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables, les vraies voix de l'élégance à la française, de l'excellence, j'ai envie de dire. Avec nos invités aujourd'hui, Henrik Gauchet est avec nous, administrateur de France Horlogerie, j'ai bien dit France Horlogerie, et PDG d'Égide. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une coutume de penser que finalement seuls les Suisses font de belles horlogeries, alors qu'en France on est quand même rompu à l'exercice. En France et ailleurs, mais en France c'est vrai qu'on a une très forte tradition. Pardon pour ce petit côté cocorico ce soir. Mais on aime ça. Oui, on aime tout ça. Et puis c'est important de le rappeler aussi, effectivement, dans un métier comme l'horlogerie, où on a un mastodonte, en l'occurrence, qui est la Suisse, et qui a tendance à truster un petit peu toutes les attentions. Mais la France, c'est un des berceaux du monde de l'horlogerie depuis plusieurs centaines d'années. On a des très grands inventeurs qui ont grandi et travaillé chez nous. Et puis, aujourd'hui encore, on a de nombreux entrepreneurs qui se lancent dans ce beau métier et qui réussissent dans ce métier. Égide, ça a été lancé en 2015, c'est bien ça. Comment est née l'entreprise? Le tout début de l'aventure, c'était en 2015, effectivement. C'est une aventure qui a été lancée par 3 personnes, donc avec mon petit frère Grégory et puis un ancien stagiaire. Henrik, c'est bien. Ouais. Non, mais tout à fait. Et donc avec 3 personnes complètement folles, on a lancé ce projet effectivement le 1er janvier 2015. C'était la résolution du 1er janvier. Mais là, vous étiez déjà dans la filière ou Moi, rien? c'était déjà mon métier, mais j'étais de l'autre côté, du côté retail, pas du côté de la fabrication. Mais passionné par cet écosystème, par l'économie, par l'histoire des marques, enfin vraiment complètement accro à cette drogue-là. Et donc on a lancé ce projet, et ce projet il s'est concrétisé assez rapidement, puisqu'on a pu lancer la première montre en 2018. Ah oui, 2018. Le projet initial, c'est quoi? Le brief, c'est quoi? C'est pour qui? Quel type de monde? Quel type de marché? Le brief, c'est d'apporter quelque chose qui ne se fait pas déjà. D'accord. Voilà. Comme vous le dites, il y a des entreprises qui font de l'horlogerie formidable, et c'est un petit peu l'une des particularités d'ailleurs de l'horlogerie française, c'est de faire les choses, mais avec un petit décalage qui va faire qu'on va avoir cette identité, un petit peu le pas de côté en fait. La French touch, qui fait que... En bon français. Voilà, et qui fait qu'aujourd'hui, l'horlogerie française, c'est un courant fort dans le monde horloger, parce qu'on se dit, voilà, un petit peu comme si on allait chercher une voiture en Italie pour avoir une voiture sportive, ben là on se dit, si je veux une montre un petit peu cool, un petit peu fun, un petit peu différente, je vais aller la chercher du côté français. Quand on regarde votre site, vous avez des montres très originales, mais on a l'impression quelque part que industriellement, et vous êtes un industriel, une montre c'est un puzzle, c'est ça ou pas? Une montre, c'est un objet à la fois compliqué et à la fois simple. D'accord? Une montre, c'est comme les puzzles. Il y en a des compliqués, des simples. Oui, mais on va dire que c'est un puzzle, mais avec des motifs que personne ne comprend.
Voilà. Une montre, notamment dans le luxe, puisque c'est le thème de la soirée, c'est un produit qui est entièrement mécanique et qui, par définition, est réparable ad vitam aeternam. Voilà, donc c'est ad vitam aeternam, c'est les produits qu'on sort aujourd'hui, on ne connaît pas leur espérance de vie. D'accord. Ah oui. Voilà, tant qu'on les entretient, tant qu'on les révise de temps en temps, on ne sait pas combien de temps ils peuvent durer. Donc ça peut être de génération en génération en fait. Voilà, c'est un produit qui est complètement patrimonial. Donc c'est un produit qui est patrimonial et qui, par définition, est devenu un petit peu classique. Et c'est pour ça qu'on a des grandes marques avec des icônes horlogères qui trustent toujours la vente dans les vitrines. Et en ce moment, on a un témoin qui est en train de passer entre deux générations, et avec une génération qui arrive avec les moyens justement d'acheter du luxe horloger, mais qui a des nouvelles envies. Et notamment, voilà une envie on a entendu le mot un petit peu partout autour de la table ce soir, c'est l'expérience. Et même avec un produit, même avec ce qu'on peut appeler barbairement du hardware, on doit ressentir une expérience. Et ce qui a fait peut-être la différence de notre marque Egide, c'est que l'expérience que nous on propose, c'est ce produit qui va durer toute la vie. Vous allez avoir la main sur son esthétique et sa fonction toute la vie, parce que vous pouvez la démonter extrêmement facilement et recomposer une montre complètement différente en l'espace de quelques secondes, et ça devient une expérience créative à l'échelle d'une vie. Voilà. À l'échelle de plus d'une vie, puisque plus tard le boîtier que vous allez constituer, ce sera votre ADN horloger que vous pourrez céder aux générations qui viennent plus tard. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous achetez une montre et vous pouvez, au fur et à mesure, tous les 2 ans, changer, apporter quelque chose, avoir quelque chose qui est plutôt à la mode, pas à la mode, en fonction des couleurs. Le parallèle le plus simple, c'est nos vêtements. On ne s'habille pas dans le même uniforme toute notre vie. On s'achète des vêtements de temps en temps qu'on va combiner les uns avec les autres pour se créer un look, pour se créer une vraie identité. Et je pense que aujourd'hui, c'est très important d'avoir son identité propre. On n'est plus dans 4 ou 5 boîtes comme il y a quelques années où on pouvait se ranger assez facilement. Maintenant, tout le monde a besoin de son identité. Il faut que j'arrête avec les vestes bleu marine, hein, j'ai que ça. Alors vous faites votre style. Du made in France local, et maintenant vos montres sont faites en grande partie dans un rayon de 6 km. Oui. Alors on a poussé un petit peu comme vous, cher maître. Ouais, comme Valentin. Nous, on a cet amour du local, cet amour du relationnel en tout cas, et du produit. Circuit court. Du circuit court, oui. Ouais. Et pour quelque chose comme de l'horlogerie, du contrôle. Et puis, on a la chance d'avoir un tissu industriel en France qui est extraordinaire, extrêmement discret, mais extrêmement qualifié, notamment dans la région du Doubs, qui est le bassin historique de l'horlogerie. Oui. Et où là, on a du savoir-faire français. Voilà. Et c'est à 2 heures de Paris, 3 heures si on prend une voiture pour aller jusqu'à Morteau. Et là, on trouve, comme vous allez chercher vos légumes et vos dorades. Oui, là, on trouve des artisans qui sont formidables, et avec lesquels, voilà, artisan plus artisan, on va faire notre recette de cuisine et on arrive à faire une montre d'une qualité absolument patrimoniale comme les meilleurs Suisses arrivent à les faire. Est-ce que ça veut dire que vous allez évoluer? Est-ce qu'il y a des montres d'abord féminines, masculines? Est-ce que pour les enfants, c'est quoi la collection? Elle est très vaste. Une histoire horlogère, l'histoire d'une marque horlogère, vous le savez, ça s'écrit sur des centaines d'années. Nous, on vous les faites pas, je vous le dis. Non, on est au tout début, mais on a de grandes ambitions, effectivement, et ces grandes ambitions, elles passent. Aujourd'hui, on a une collection qui est unisexe, mais avec des tailles qui sont plutôt masculines, et on ambitionne, bien sûr, bientôt de pouvoir faire des montres un peu plus petites pour les femmes. Vous faites du Made in France, vous exportez aussi vos produits? Oui, alors, encore une fois, l'écosystème français est très riche. Vous avez dit que je suis administrateur de France Horlogerie, c'est l'organisation professionnelle. Le syndicat professionnel, oui. Oui, l'organisation professionnelle, on préfère ce terme-là, qui regroupe un petit peu tous les fabricants de montres. Et on sait, grâce aux chiffres que l'on a, que 80% de la production française est exportée. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. La France est le 4e exportateur mondial de montres. Ah oui. Voilà, sachant que devant... Derrière la Suisse, la Chine, Hong Kong, qui fait partie de la Chine, qui est un hub douanier. Et donc juste derrière, c'est nous. Ah oui, c'est fabuleux ça. Voilà. Mais même avec la Chine, on n'est pas sur du luxe, si, la Chine?
Non, mais c'est quand même de l'horlogerie. Mais c'est quand même de l'horlogerie. Oui, c'est quand même de l'horlogerie. En fait, c'est très simple à avoir. Hein. En valeur, c'est la Suisse qui a toute la part du gâteau. Oui. En quantité, c'est la Chine. Oui. Et puis derrière, il y a des pays comme nous, le Japon, l'Allemagne, qui sommes très forts et qualitativement en horlogerie, qui arrivent à tirer notre épingle du jeu. Et vous vendez dans quel pays, rapidement ? Les pays très dynamiques, donc bien sûr sur le marché horloger, c'est la Chine et toute l'Asie en règle générale. Les États-Unis, c'est le plus grand marché horloger. Nous, la marque Egide marche très très bien aux États-Unis et c'est la grande majorité de nos ventes. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès à tous nos invités autour de cette table. Merci beaucoup Henrik Gaucher d'avoir été avec nous. Administrateur de France Horlogerie et PDG d'Egide. Merci Hubert Moineau, cofondateur de l'agence de voyage luxe parisienne Ilanda Travel. Merci Valentin Nérodo d'avoir été avec nous, chef privé domicile et le nouveau chef du restaurant M, le musée du vin à Paris dans le 16e. Merci beaucoup Véronique Crèvecoeur d'avoir été avec nous, CEO des hôtels Bavrez et hôtel Raphaël, hôtel Regina, hôtel Majestic et Spa. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès encore à venir, même si vous en avez déjà, et beaucoup de clients. On se retrouve demain, Philippe. À 17h, mais depuis le mondial de l'automobile. Absolument, on vous parlera de l'industrie française, japonaise, en tout cas des constructeurs. Et passer une belle soirée. Dans un instant, on parle foot avec les vraies voix du foot. Les vraies voix du foot avec tonton Maurizio et son équipe. On va évidemment parler des derniers rebondissements qui sont pas franchement footballistiques, de ce qu'il faut bien désormais appeler l'affaire Mbappé en Suède. Passez une très belle soirée. Merci à notre équipe formidable. On vous embrasse. Salut, à demain.